Bonjour et bienvenue sur Guerre et Plomb. Alors pour ce nouveau feuilletage express, nous allons parler de Colonial Gothic. Alors Colonial Gothic, c'est un jeu qui est sorti déjà il y a quelques temps, qui est édité en français par Batro Games. Il invite les joueurs à vivre des aventures horrifiques et mystérieuses au sein de la province de Nouvelle-France, province française qui deviendra plus tard une des dépendances du Canada britannique. Alors, les joueurs sont invités à incarner des membres de la compagnie, un groupe paragouvernemental qui est chargé de surveiller les activités ennemies, c'est-à-dire anglaises, mais aussi percer les mystères qui baignent la province, cette belle province, mais qui recèle de terribles mystères comme des mythologies amérindiennes où pullulent monstruosités et spectres, etc. Donc c'est un jeu assez éclectique, vous pouvez mener différents types de campagnes à l'intérieur, hein, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire une campagne sans fantastique du tout, comme vous pouvez amener vos personnages dans un univers cthulhien du XVIIIe siècle. Voilà. Alors, il existe ce manuel de base, il existe aussi un écran, des dés spéciaux, mais nous allons commencer par le feuilletage express. A tout de suite. Alors voilà, on se retrouve devant le livre de base de Colonial Gothic. C'est un ouvrage qui n'est pas trop volumineux en pages. Une présentation de l'univers, comme d'habitude. Voilà, comment maîtriser Colonial Gothic, différents types de jeux que vous pouvez faire réaliser au sein de votre groupe. Et on entame les règles du jeu. Alors les règles du jeu sont assez simples, il y a des attributs et des compétences. Chaque compétence est un dérivé de l'attribut qui apporte un bonus quand on maîtrise la compétence et qu'on veut réaliser une action. Il y a certaines compétences qui ne sont pas réalisables si on ne la maîtrise pas, d'autres amènent des pénalités. Voilà. Par exemple, si vous n'avez aucune notion d'alchimie, vous ne risquez pas de la pratiquer. Par contre, si vous êtes une bille totale en lancer du javelot, vous avez toujours la possibilité d'en lancer un avec un malus. Voilà. Même si vous ne maîtrisez pas la compétence. Voilà. Quand on entame les combats. Alors les combats sont gérés de manière très classique, des rounds, des initiatives. On lance 2d12, si le résultat est supérieur à 12 ou égal, l'action est réussie. Dans les combats, la marge de réussite, c'est-à-dire les points que vous avez fait en plus par rapport au seuil de 12, ajoute des dégâts à la valeur des dégâts de base de l'arme. C'est-à-dire si vous faites un 14 et que votre arme fait 6 de dégâts, vous infligerez 8 de dégâts à l'adversaire. La petite subtilité du jeu, c'est qu'on peut toujours se défendre, parce que chaque joueur bénéficie d'un certain nombre d'actions en fonction de sa rapidité. On peut toujours se défendre en dépendant une action, mais une action du round suivant. C'est-à-dire que si vous avez par exemple 3 actions, vous pouvez effectuer vos 3 actions dans le round, mais par contre vous pouvez vous défendre quand même, mais par contre au round suivant, vous ne disposerez plus que 2 actions. Voilà, il y a un petit... Donc il y a un petit calcul à tenir en compte à chaque round, c'est la seule petite difficulté du jeu qui devient facilement gérable. Beaucoup de joueurs utilisent des jetons, donc quand vous défendez, vous défaussez d'un jeton, vous savez qu'au tour suivant, exactement le nombre d'actions que vous pouvez réaliser. Voilà. C'est très simple. Par contre, les joueurs ont un nombre de points de vie qui dépendent de leur vitalité, et les points de vie s'élèvent en général, pour un personnage débutant, dans la vingtaine de points de vie. Sachez qu'une balle de mousquet, bien placée, ça peut vous tuer d'un seul coup, en one shot, quoi. Voilà. Ça, c'est pour les règles. Vous pouvez la bluffer en mortalité, soit en récupération, peur et folie. Parce que, alors, voilà, le petit côté horrifique du jeu, que vous pouvez introduire dans vos scénarios ou pas, hein, c'est votre choix. C'est un univers qui peut avoir des éléments horrifiques. Donc, le personnage a un seuil de santé mentale. Voilà. Un peu comme dans l'appel de Cthulhu, au fur et à mesure que la santé mentale, votre personnage devient plus déséquilibré. Et à 0 point de santé mentale, votre personnage devient injouable. Voilà, arrivé à un certain nombre de points de santé mentale perdus, c'est-à-dire la moitié, il peut avoir des dérangements, ce qu'on appelle, voilà, des phobies, etc.
Voilà, vous avez la description complète de toutes ces phobies. Voilà, vous pouvez créer des poisons, parce que vous pouvez faire de l'alchimie, vous pouvez faire des poisons, enfin, vous avez un accès assez intéressant à tout ce qui concerne aussi les éléments, pas que surnaturels, mais aussi alchimiques et secrets de la période. Alors, la création de personnages, voilà. Vous avez un certain nombre de types de personnages qui sont proposés, en sachant que vous pouvez monter le personnage un peu de votre goût, mais voilà, vous avez par exemple le coureur des bois, qui vous ajoute certaines compétences, des bonus aux compétences, voilà, plus 1, etc. L'immigrant, l'engagé, vous pouvez jouer des Amérindiens, bien sûr. Voilà. Alors, l'Amérindien, vous pouvez jouer des gens de tribu, vous pouvez jouer un métis, un colon, des militaires, des miliciens, bon bref. Toute la société de la Nouvelle-France est représentée. Les compétences sont décrites ici. Alors, vous avez un grand nombre de compétences. Voilà. Ça va de la guérison. Alors là, vous avez tout ce qui concerne, on n'a pas vu, tout ce qui concerne un petit peu, vous avez tout ce qui concerne le chamanisme. Il y a une page qui est dédiée au chamanisme, par exemple le souffle guérisseur, c'est une compétence chamanique. Voilà. Voilà. Vous avez un chapitre consacré à la chimie. Vous avez l'alchimiste à son petit laboratoire secret au fond de la cave de sa maison et peut faire de l'expérimentation pour créer des acides, des élixirs, des poisons et antidotes. Monnaie et équipement dans la Nouvelle-France à l'époque. Le chapitre est assez court, mais il suffit largement. Vous avez les différentes armes. Vous voyez, blessure 4, c'est-à-dire le couteau fait 4 de blessure de base. À cela, vous ajoutez votre degré de réussite. Voilà. Lance, arme d'ast, etc. Voilà, le fameux tomahawk des Indiens. Les vêtements. Alors, là, c'est la partie destinée aux meneurs de jeu. Les horreurs du Nouveau Monde. On peut créer des PNJ. Voilà, vous avez, pour chaque PNJ, vous avez un gabarit qui vous donne des indications. Les Mandoag, qui sont une race indienne maudite, cannibale, etc., que les joueurs sont ramenés à rencontrer. Les Amérindiens, vous avez les différentes professions des Amérindiens, professions si on appelait ça comme ça, le chaman, le guerrier, les occupations, disons tout. Monstres, créatures et animaux. Alors, vous avez un petit détail des créatures pour créer votre propre animal avec les traits monstrueux, etc. Si vous avez envie de créer votre propre créature. Et vous avez les horreurs amérindiennes avec une description. Bon, ça va des moins connus aux plus connus, comme le chevalier sans tête. Vous avez même le Wendigo. Vous avez du choix. Hein. Voilà. Le Wampus. Le Wendigo est ici. Et un petit guide de la Nouvelle-France avec une chronologie très, très succincte. Voilà, une petite histoire pour ceux qui s'intéresseraient. C'est indispensable pour le meneur de jeu, je pense. La guerre contre les Anglais. Voilà, le gouvernement typique de la Nouvelle-France. Les coureurs des bois. Là, vous avez un peu tout un descriptif de la société coloniale française au Québec. Voilà, en sachant que vous pouvez aussi jouer en Acadie, vous pouvez jouer en Louisiane, etc. Ça ne se limite pas au Québec. Hein. Voilà, les Huguenots, qui étaient très présents là-bas. Voilà, Trois-Rivières, les principales villes. Les autres colonies, voilà, on y vient, les autres colonies françaises, l'Acadie, la Louisiane, la Terre-Neuve. Et là, on parle de la compagnie des sans associés, c'est-à-dire le groupe pour lequel les joueurs sont amenés à travailler. Voilà. Comment sont perçus la compagnie par rapport aux autres groupes de l'époque, voilà, comme les francs-maçons, etc. Alors, les auteurs laissent libre cours à l'imagination des meneurs de jeu, c'est-à-dire que vous pouvez décider que les sans-associés sont une compagnie totalement secrète et que personne ne veut,
et qui sont poursuivis par les autres sociétés comme les francs-maçons, etc., où vous pouvez tout à fait décider qu'elle travaille en totale harmonie avec toutes les autres sociétés secrètes de l'époque. Voilà. Les premiers-nés, on arrive aux confédérations indiennes. Vous avez une description des Iroquois, les Wabanaki. Et après, on entame le scénario. Donc, je ne vous en dirai pas plus. Voilà. Il y a un scénario, et après, à la fin, il y a ce qu'on appelle la description des mille veaux. Les mille veaux, c'est bon, c'est une adaptation des écrits de Dante. Et en fait, là, vous avez, c'est un univers parallèle, un peu mystérieux, dans lequel les joueurs sont amenés à prendre. Si on pouvait faire un parallèle, on pourrait dire que c'est un peu les contrées du rêve de l'appel de Cthulhu. Voilà, les fiches de personnages. Alors là, il y a des bugs. Si vous avez les fiches de personnages du scénario, vous voyez que tout est un petit peu décalé. Il y a un petit travail de replacement à faire. Bon, ils ne se sont pas aperçus lors de la réalisation de la maquette. C'est un petit peu dommage. Quelquefois, on s'en mêle un peu. Mais bon, c'est pas trop grave. Hein. Le reste du livre, les remerciements, parce que ça a fait l'objet d'une campagne de financement. Et voilà, vous avez découvert, vous avez vu à peu près de quoi il en retourne avec Colonial Gothic.